Hello and welcome to today's Essential Together National Huddle. We're so pleased again to welcome patients, families, caregivers, and essential care partners who are joining us today. We're pleased to offer this session with simultaneous interpretation. If you would like to hear the voice of our interpreter today, please select French from the interpretation menu at the bottom of your screen. Please note that this session is being recorded and the recording will be available after the session on our website. If you have not yet done so, please take a moment now to respond to the poll question. Veuillez prendre un moment pour répondre à la question de sondage sur l'écran. Vous verrez donc la question et après avoir répondu, cliquez sur Soumettre pour envoyer votre réponse. Nous remercions Gina Peck et Kelly Ripley qui travaillent en coulisses et qui nous fournissent tout le soutien technique nécessaire. À Excellence en Santé Canada, nous sommes encore en train d'apprendre comment soutenir respectueusement les efforts de réconciliation et développer des relations et des partenariats significatifs avec les gouvernements, les organisations et les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Dans ce cheminement, nous nous efforçons de promouvoir la sécurité et l'humilité culturelle dans le système de santé et d'améliorer la capacité du système de santé pour répondre aux besoins des Premières Nations, des Inuits et des Métis. J'aimerais reconnaître que nous nous réunissons virtuellement aujourd'hui à partir d'une variété d'endroits. Je tiens à souligner que mon bureau à domicile est situé sur le territoire Anishinaabe, non concédé et non cédé. Les Anishinaabe sont depuis longtemps les gardiens et les défenseurs du bassin versant de l'Outaouais et de ses affluents. J'ai la chance de vivre, de travailler et de me divertir sur ce territoire et j'apprécie l'occasion qui m'est donnée d'être ici aujourd'hui. Je sais que beaucoup d'entre vous êtes dans l'île de la Tortue, l'Amérique du Nord, et je vous invite à prendre un moment pour réfléchir au territoire où vous résidez et à ses peuples originels. Si vous ne connaissez pas le territoire sur lequel vous vous trouvez et l'histoire qu'il a construit, qu'il a précédé, eh bien, je vous conseille Native Land Digital, qui est une excellente ressource. Le lien vers cette ressource est fourni dans le clavardage. Je vais présenter nos intervenantes et je vous demande de prendre un moment pour vous présenter dans le clavardage et nous dire d'où vous nous écoutez aujourd'hui. Nos oratrices aujourd'hui viennent du Centre de sciences de la santé de Kingston. Angela Morin travaille depuis novembre 2011 en partenariat avec des professionnels de la santé en tant que conseillère en expérience des patients et des familles au Centre des sciences de la santé de Kingston, anciennement l'hôpital général de Kingston. En juin 2019, elle a accédé à un rôle de direction pour aider à faire évoluer et à développer l'engagement du Centre des sciences de la santé de Kingston. Angela a été membre du corps enseignant et du comité directeur du projet collaboratif Agir en partenariat avec les patients et les familles pour l'amélioration de la qualité et des projets Meilleurs ensemble et faire le pont vers la maison de la Fondation canadienne pour l'amélioration des soins de santé. Angela est convaincue que le partenariat avec les patients et les familles pour l'amélioration des soins de santé débouche sur des solutions innovantes et plus durables qui comptent pour les patients et leurs familles. Les expériences personnelles d'Angela en tant que patiente et le soutien qu'elle a apporté à une amie proche dans son cancer du sein et son parcours de fin de vie continuent de la motiver à apporter la perspective du patient et de la famille à tous les niveaux des soins de santé. Anne O'Riordan, après une carrière de 4 décennies dans les soins de santé en tant qu'ergothérapeute et éducatrice à l'Université Queen's, les expériences personnelles d'Anne en tant que patiente et proche aidante l'ont amenée à devenir patiente conseillère au Centre des sciences de la santé de Kingston en 2017. Elle est membre actuelle du Conseil consultatif des patients et des familles. Elle siège également au comité directeur de la santé virtuelle, au groupe de travail sur l'accréditation et au conseil du programme de santé mentale de l'hôpital. C'est une patiente partenaire du groupe de recherche sur la santé virtuelle basé à l'hôpital général de Kingston. Dans la communauté, elle siège au groupe de travail Roadmap to Wellness de Kingston, Frontenac, Lennox et Addington et co-préside son groupe de travail sur l'engagement des familles. Elle fait partie du conseil communautaire de l'équipe santé Ontario locale. Anne est patiente partenaire d'InfoRoute Santé du Canada et a contribué au modèle de maturité des soins virtuels et au programme de certificat en soins virtuels de Santé numérique Canada. Elle est membre du groupe consultatif d'experts en soins virtuels sur les mesures de l'expérience rapportées par les patients de l'Institut canadien d'information sur la santé. Anne s'efforce d'être une agente de changement positif au sein du système de soins de santé en encourageant les prestataires de soins à offrir des soins compatissants, adaptés et accessibles en partenariat avec les patients, les proches aidants et les familles. Et puis,
Je vais vous parler d'Excellence en Santé Canada, qui est une nouvelle organisation nouvellement fusionnée qui regroupe la Fondation canadienne pour l'amélioration des soins de santé et l'Institut canadien pour la sécurité des patients. Son objectif est de façonner un avenir où tous les Canadiens bénéficieront de soins de santé sécuritaires et de haute qualité. Et Essentiel Ensemble, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit d'un programme fondé sur des données probantes et adapté aux besoins et priorités des patients, des familles, des proches aidants, ainsi que des organisations et de ceux qui fournissent les soins de santé. Essentiel Ensemble a été développé pour soutenir la réintégration des partenaires de soins essentiels dans les structures de santé et de soins pendant et après la pandémie. Il s'agit d'un soutien à la mise en œuvre de directives politiques élaborées conjointement pour ceux qui élaborent les politiques, ceux qui les appliquent et ceux qui sont visés et touchés par les politiques. Il soutient les organisations pour qu'elles puissent recommencer à accueillir en toute sécurité les partenaires de soins essentiels. Il y a trois publics principaux, les décideurs politiques, ceux qui mettent en œuvre la politique et ceux qui sont impactés par la politique. Par le biais de données probantes, d'orientation politique et de caucus, comme celui d'aujourd'hui, et de ressources et d'outils, et d'un serment et d'une trousse de changement. Les principes fondamentaux d'Essentiel Ensemble ont été élaborés conjointement dans le cadre d'un processus collaboratif. Il s'agit d'une question multijuridictionnelle. Il existe des préoccupations, des défis et des opportunités similaires pour les discussions sur les politiques dans le secteur hospitalier, les soins de longue durée et d'autres établissements de soins collectifs. Il s'agit donc d'aider tous les dirigeants des systèmes de santé, les fournisseurs, administrateurs, patients, familles et proches aidants. Les orientations ont été mises à jour en 2021 sur la base des données probantes issues de la COVID-19. Le serment et le programme Essentiel Ensemble encouragent une communauté d'organisations travaillant ensemble pour renforcer les politiques de visite centrées sur le patient et la famille au sein de leurs propres organisations ainsi que dans l'ensemble du secteur. En tant que stratégie visant à mettre en évidence les organisations qui ont démontré un engagement envers les principes fondamentaux, le serment Essentiel Ensemble a été élaboré comme un appel à l'action et un moyen de reconnaître nos partenaires comme des leaders dans ce domaine. En plus de l'accès aux ressources essentielles ensemble et aux occasions d'apprentissage entre pairs, les organismes qui souscrivent au serment seront reconnus en tant que champions des partenaires de soins essentiels, qui valorisent le rôle des partenaires de soins essentiels. Ils seront reconnus publiquement sur le site web de ESC et dans d'autres documents en tant que champions des partenaires de soins essentiels qui soutiennent des pratiques centrées sur la personne et la famille. Ces organismes agissent en tant que mentors pour d'autres organisations engagées dans des pratiques centrées sur la personne et la famille et ils ont accès à un soutien d'accompagnement. Je voudrais reconnaître les plus récents organismes souscripteurs: Forestdale Home Inc., Tidewood Terrace, St. Joseph Health Center à Guelph et William Osler Health System. Et je donne maintenant la parole à Angela et Anne. Merci beaucoup, Jessie. Je suis très heureuse d'être ici et j'ai hâte de vous faire part de l'expérience que nous avons eue au cours des 2 dernières années et je voudrais entendre également quelle est votre expérience. Aujourd'hui, nous nous centrons sur les principes fondateurs d'assurer que les patients et les familles ont une voix dans l'élaboration des politiques et comment les conseillers à l'expérience patient au Centre des sciences de la santé de Kingston ont participé à la politique ouverte sur la présence pendant la pandémie. Nous allons parler de l'évolution de l'engagement et des leçons que nous avons retirées dans l'engagement des conseillers à l'expérience patient. Alors, comme il y a beaucoup de gens qui nous écoutent aujourd'hui, il est important de fournir un contexte sur le milieu et le point de départ, c'est-à-dire la fondation sur laquelle a été construit cet engagement. Le Centre des sciences de la santé de Kingston est donc à Kingston avec un hôpital universitaire et nous avons une clinique
de soins ambulatoires et nous avons quelques lits également pour les patients. Et nous avons également un centre de cancer pour le sud-est de l'Ontario. Nous nous occupons donc de patients et de familles dans tout l'Ontario. Nous sommes le centre de référence pour pour beaucoup de spécialités, y compris la santé mentale. Et nous avons à peu près 5 000 employés et 2 000 bénévoles. Et le Centre des sciences de la santé de Kingston et l'Hôpital général de Kingston sont une organisation exemplaire pour les soins axés sur les patients depuis 10 ans et nous sommes engagés pour les principes et l'engagement des patients conseillés à tous les niveaux de l'organisation. Jusqu'à 2020, tout se faisait en personne. Nos conseillers n'utilisaient pas de structure virtuelle à part quelquefois le téléphone ou par le biais de courriel. Nous avons 3 conseils de patients conseillés à différents niveaux de l'organisation. Les patients participent au comité qui prennent des décisions comme le conseil de pratique interprofessionnelle. Les patients conseillers participent à différentes initiatives d'amélioration de la qualité, passant en revue le matériel de sensibilisation pour le public. Et donc, ils étaient partout. C'était des personnes essentielles dans l'organisation. Ils ont été très utiles pour changer la culture de l'organisation et le Centre des sciences de la santé de Kingston a une politique ouverte sur la présence pour que les proches aidants puissent participer à tout moment aux soins de leur famille. Et ensuite, la COVID est arrivée. Alors, je voudrais vous donner le contexte de l'engagement des conseillers patients pendant la COVID-19. Alors, réfléchissez à il y a 2 ans, février 2020, les patients conseillers ont entendu parler des préoccupations de la COVID le 24 février. On nous a alerté de la gravité potentielle de la propagation de la COVID et le besoin d'avoir un plan proactif avec Elizabeth Bowden, qui est la commanditaire du conseil consultatif et elle a travaillé avec le groupe de commandement pour gérer la stratégie de l'hôpital. Un certain nombre de membres du conseil, comme moi, se sont portés volontaires pour participer à un groupe de travail et il y a eu une planification pour les différentes perspectives, pédiatrie, programme d'oncologie, entre autres programmes. Et il a été décidé d'avoir la première réunion en dehors de l'environnement de l'hôpital alors que le confinement s'approchait. Le 12 mars, nous nous sommes réunis chez Balzac, la photo que vous voyez sur cette diapo. Il s'agit d'un café avec un coin qui nous donnait un peu de calme et nous avons parlé et tout le monde a pu exprimer son opinion et poser des questions. Il s'agissait d'une atmosphère qui était assez détendue, mais très sérieuse. Il y a eu des discussions pour parler de ce qui s'attendait, de ce que l'on pouvait attendre. Et nous avons travaillé dans un état d'esprit de coopération en prenant les sensibilités en compte de tout le monde. Il s'agissait de savoir quels étaient les patients qui devaient toujours avoir quelqu'un avec eux, comment on allait communiquer avec l'unité ou la salle.
comment est-ce que l'on allait faire en sorte que tout le monde était en sécurité, comment est-ce que l'on allait gérer la question de la prévention et du contrôle des infections. Nous avons étudié les politiques en nous centrant sur la transparence, la communication, la consultation, les priorités, les options, les risques, la flexibilité et la rapidité. Nous avons planifié d'avoir des discussions sur le long terme et nous nous sommes mis d'accord sur le fait qu'on devait répondre rapidement dans les correspondances de courriel et de se réunir en personne si cela était possible. Et je peux vous dire que pour le moment, nous n'avons pas encore eu de réunion en personne en tant que groupe de travail. Tout s'est fait virtuellement. Alors maintenant, je voudrais vous dire ce qui a été le plus important comme patiente partenaire dans cet engagement. Tout d'abord, ça a été la possibilité de participer dès le début avec l'explication du projet, des paramètres du projet et l'explication des méthodes de collaboration. Cela pendant que la menace de la COVID arrivait. Ensuite, il y a eu une transparence et une consultation avec des communications partagées et des rétroactions. Et donc, les dirigeants nous ont parlé de leurs responsabilités, des défis pour ce qui est de répondre aux directives provinciales et d'équilibrer cela avec le soutien pour les patients et les familles. Et les dirigeants ont entendu des expériences que nous avons connues et que les patients et les proches aidants nous ont transmises. On a entendu parler du fait qu'il était important d'assurer la compassion et il y a eu des moments où nous avons pleuré. Et il y a eu également des mises à jour avec les patients partenaires, avec nos conseils. Et la confiance démontrée par les dirigeants et dans le partage d'informations confidentielles nous a permis d'apporter notre rétroaction. C'était une expérience très utile. J'ai entendu parler des difficultés personnelles et professionnelles des dirigeants pour arriver à un bon équilibre. Nous sommes arrivés à un respect mutuel et c'est vrai que la situation était incertaine, mais les dirigeants ont donné la priorité aux patients et aux proches aidants. On s'est servi de notre expérience dans la création conjointe et l'adaptation des politiques et des lignes directrices en matière de présence. Je me suis senti entendu à chaque fois. Et l'impact de notre travail de collaboration s'est fait sentir immédiatement et sur le temps de différentes manières, comme Angela va exprimer. Il est important de se souvenir qu'au moment où ça se produisait, beaucoup de nos patients conseillers étaient aussi des patients dans l'organisation et faisaient part de leur expérience en temps réel. Et en même temps, les patients, les familles qui étaient présents dans l'organisation ont parlé de leurs préoccupations par le biais de leurs fournisseurs de soins de santé et souvent, on a entendu quelles étaient leurs préoccupations, quelle était leur expérience et nous avons pu donner une perspective pour voir comment surmonter ces problèmes. Par exemple, l'utilisation de téléphones cellulaires qui, normalement, dans la santé mentale, n'était pas permise, mais qui a permis de connecter avec les proches et donc on a dû changer la politique. Également, étudier le langage utilisé concernant les visiteurs essentiels et les visiteurs inscrits, les partenaires de soins et on a regardé si les membres de la famille ne pouvaient pas être présents, comment est-ce que ces membres de la famille pourraient rester mobilisés. On a créé un programme qui s'appelait Staying Connected, Rester connecté, où les membres de la famille pouvaient faire des visites virtuelles. On a aidé les gens à utiliser la technologie pour les gens qui ne savaient pas comment l'utiliser. Utiliser un iPad, par exemple, pour qu'ils puissent rester connectés. Nous avons également travaillé pour élaborer les programmes de soins essentiels et comment inscrire les visiteurs, comment faire le dépistage à l'entrée. Donc, toutes ces choses-là, jusqu'au fait que les membres de la famille voulaient envoyer un cadeau et ne pouvaient pas l'envoyer. Et donc, la boutique de l'hôpital a établi un système de commande en ligne. Et
tous les changements qui se produisaient concernant la présence des familles, étant donné la prévalence de la COVID dans nos communautés. Toutes ces initiatives ont inclus la consultation des patients et ça continue maintenant dans toutes les politiques de visite et dans tous les programmes que j'ai mentionnés. Alors, nous avons tous dû nous adapter à un monde virtuel d'une manière ou d'une autre. Et en tant que patients conseillers, nous avons dû également apprendre. Certains d'entre nous avaient l'avantage de se connecter en virtuel. C'était similaire aux gens qui travaillent en télétravail. Il y avait moins de déplacements à faire, moins de risques d'infection. Et donc, il y avait des avantages, mais on a vu aussi qu'il y avait des problèmes en raison des nouvelles technologies, pour ce qui est de tisser des liens et avoir une communication efficace et le fait qu'il y a une perte de contact. Et donc, ça a été très utile d'avoir une connexion avec les groupes des patients partenaires en ligne. Et nous avons continué de conseiller sur les politiques, sur la présence des familles et également sur les contacts directs entre les patients, les familles et les fournisseurs de soins et les familles. Nous avons contacté les familles et les proches aidants avec des mises à jour régulières si les patients fournissaient leur consentement pour cela. Nous avons aidé également dans la manière dont les familles pouvaient protéger leurs proches et pouvaient se protéger et prendre soin les uns des autres. Et je voudrais parler d'une autre anecdote. On m'a demandé de participer à une séance de discussion ouverte virtuelle pour parler de l'expérience des conseillers à l'expérience patient. Cela donne aux dirigeants la possibilité de donner des mises à jour sur les données probantes scientifiques et des messages d'espoir et d'encouragement à tout le personnel de l'hôpital. Et moi, j'ai partagé mon expérience. J'avais été hospitalisé pendant une semaine en décembre 2020 et les défis que j'ai eus pour ce qui est de cette chirurgie majeure. Et mon message était pour exprimer ma gratitude et montrer comment le personnel pouvait aider les patients quand ils sont vulnérables et qu'ils n'ont pas beaucoup de liens avec leur famille. Et l'anesthésiste m'a apporté beaucoup de, euh, de soulagement quand j'avais peur avant ma chirurgie. Un porteur m'a abordé, m'a demandé si mon poncho venait de l'Irlande. Et donc, ça m'a permis de ne pas penser à la douleur et de continuer. Et ces actes de compassion, qui ont été nombreux, m'ont permis de réduire ma peur et mon isolement quand mon conjoint ne pouvait pas être là. Il pouvait venir une fois sur deux, un jour sur deux, parce que c'était la politique de la présence des familles à l'époque. Et j'ai donc pu communiquer avec lui et communiquer avec le prestataire de soins. Alors, personne n'était content de la restriction liée à la présence des familles. Mais je dois dire que la participation des patients partenaires a été très utile pour qu'on puisse parler des besoins des patients et de la communication avec le public. Nous avons créé les conditions et les éléments nécessaires pour la présence de la famille du mieux possible, et cela grâce aux relations qui existaient déjà et qui ont été renforcées pendant la pandémie. Et les éléments sur ce diapo montrent ce que j'ai connu, ce que j'ai considéré comme crucial dans ce partenariat. Et cela pour que je puisse élargir mes engagements de bénévolat. Tout cela tourne autour de la confiance. Les patients partenaires aident à la prise de décision, mais au bout du compte, les décideurs, ce sont les dirigeants de l'hôpital et au niveau du ministère. Alors, ces citations sur la diapo se retrouvent dans le rapport annuel de 2021 et elle montre l'importance du rôle des patients partenaires pendant la pandémie
et comment les décisions ont été prises par les dirigeants grâce aux patients partenaires. En écoutant la voix du patient dans toutes les décisions, la compassion, les soins axés sur le patient étaient au cœur des discussions, en plus des directives provinciales et des directives concernant la prévention et le contrôle des infections, qui ont bien sûr eu une incidence sur les décisions qui ont été prises. Et nous avons toujours eu des groupes qui avaient une présence familiale. Tous les groupes ne se sont pas retrouvés confinés en tout temps. Nous avions des visiteurs inscrits dans l'organisation, mais cela évoluait en fonction de l'évolution de la situation. Donc, quelquefois, il y avait vraiment des limites sur quels patients pouvaient recevoir leurs proches, mais il y avait toujours des proches au moment de la fin de vie ou de soins pédiatriques, au moment des accouchements ou pour des patients qui avaient des problèmes cognitifs. Et donc, je crois que c'est vraiment avec la voix du patient qui était à la table que tous ces éléments ont été pris en compte dans le processus de prise de décision. Donc, ça a été un équilibre. Les conseillers à l'expérience patient ont vraiment eu, c'est vrai, des problèmes pour ce qui est de l'utilisation de la technologie, l'accès à Internet, et on essaye toujours de trouver des manières de les aider à les mobiliser de manière continue et de manière utile. Mais pour l'avenir, il s'agira de voir à quoi cela va ressembler pour l'avenir après la COVID. Mais ils vont continuer d'être mobilisés et nous considérons qu'ils sont très utiles, ces conseillers à l'expérience patient. Ils sont essentiels pour l'organisation et pour la prise de décision au sein de notre organisme et ils vont continuer à avoir une voix et dans les programmes où il faut surmonter les problèmes de la présence des familles. Alors voici certaines références et certaines ressources que nous avons identifiées et je dois dire que quand il s'agissait de définir, de décider de quoi parler aujourd'hui, ça a été difficile pour faire un résumé. Donc, vous pouvez nous poser des questions et vous pouvez nous contacter s'il y a des ressources qui vous intéressent et sur lesquelles vous voulez avoir plus d'informations. Alors, je vais donner maintenant la parole à Jessie pour la discussion et merci de votre attention. Merci Angela et merci Anne d'avoir partagé ce qui a été clairement un travail dans des moments difficiles, mais un travail enrichissant. Comme Angela l'a mentionné, nous vous invitons à faire des commentaires ou poser des questions et nous dire ce que vous avez fait, vous, dans votre organisation, alors qu'il fallait naviguer la question de l'engagement des patients. Et quels sont vos plans, d'ailleurs, vos projets pour après la pandémie? Parce que beaucoup d'organisations, beaucoup d'équipes ont appris beaucoup de choses sur ce à quoi ressemble l'engagement des patients au cours des 2 dernières années et ce à quoi ça ne ressemble pas aussi. Et c'est pour cela que vous êtes avec nous au cours de ce caucus essentiel ensemble. Alors, je regarde le clavardage et je vois qu'Aïcha a mis un commentaire. Aïcha, voulez-vous vous exprimer et demander, poser la question à Angela et Anne? Je ne veux pas mettre Aïcha sur la sellette, cependant. Est-ce que vous pourriez la lire? Parce que je crois que c'est une question concise. Oui, d'accord. Alors, la distinction entre acceptation et adaptation, c'est important, en particulier pour les patients et les familles qui appartiennent à des groupes minoritaires ethniques. Dans ce contexte, même si on était techniquement autorisé à rendre visite à un patient en tant que membre de la famille essentielle, mais l'acceptation et l'adaptation continuent d'être invisibles et des préoccupations
que beaucoup considèrent comme inappropriées. Donc, la question fondamentale est de savoir de quels patients et de quelles familles parlez-vous et qui sont vos patients conseillers. Merci pour la question. Alors, avant de répondre à la question, je peux dire que je considère que nous entendons la perspective des patients et des familles de différentes manières au sein de l'organisation. Alors, même si on a beaucoup de conseillers à l'expérience patient qui sont heureux de soutenir notre travail, mais notre travail est aussi fait ou est aussi se fait sur la base d'informations qui nous viennent des patients et des familles eux-mêmes. Donc, dans différents programmes, on va voir différentes perspectives aussi. Et ce que vous avez dit, et j'espère que j'ai bien compris ce que vous avez exprimé, mais ce que vous avez dit du fait qu'il faut être conscient des défis de différents groupes et des différentes cultures et des défis des gens qui utilisent les services de notre organisation. Bon, il y a toujours matière à amélioration, mais je crois qu'il y a une sensibilité pour s'assurer que nous prenions toujours en compte tout le monde et pas seulement certaines personnes. Anne, souhaitez-vous ajouter quelque chose? Oui, l'autre chose que j'ajouterais, c'est que nous avons un groupe qui a été fait, qui a travaillé sur ce qu'on appelle les exceptions. C'est un petit groupe avec un conseiller patient et la personne chargée de la déontologie au sein de l'hôpital. Et si un patient considérait que ses besoins n'étaient pas satisfaits, il pouvait demander qu'une exception soit faite et le groupe pouvait donc décider si, d'après les directives de prévention et de contrôle des infections provinciales, il pouvait donner la permission à quelqu'un, un proche aidant, de venir. Donc, ça a été un groupe qui se réunissait quotidiennement et qui a été très actif pour aider les gens à avoir accès, à comprendre la justification de la limitation de l'accès. Oui, et puis au sein de l'organisation, nous avons des services de patients qui travaillent avec la population CRI du nord de l'Ontario et ils ont apporté leur contribution concernant les besoins. Le fait qu'ils doivent déjà voyager pour arriver à l'hôpital à Kingston. Donc, il y a beaucoup de travail qui a été fait avec ce groupe en particulier. Et puis, nous avons également le groupe d'orientation autochtone pour les services de cancer qui a apporté sa contribution sur le programme d'oncologie. Et puis le groupe du centre de dépendance qui a travaillé avec les populations également pour s'assurer qu'il y ait un accès. Merci à vous deux. Question de Jessica, est-ce que votre équipe chargée des exceptions se réunit encore? Oui, elle se réunit encore régulièrement. En fait, ce que nous avons remarqué récemment, et il y a Paddy qui est parmi les participants et qui fait partie de cette équipe, mais ce que nous avons remarqué, c'est qu'avec le passage du temps, notre politique sur la présence des familles s'est adaptée, elle a évolué et il y a eu des moments où il y avait une certaine confusion, si telle personne pouvait être là, pouvait rendre visite et pouvait être présente, s'il faisait partie de telle ou telle catégorie. Et au fur et à mesure qu'on commençait à ouvrir la présence des familles, on s'est aperçu que bon, il n'était pas nécessaire de demander une exception et que la personne pouvait simplement se présenter à l'hôpital. Mais c'est vrai que les gens sont très occupés
Ils sont fatigués et il y a eu beaucoup d'activités pour le groupe des exceptions. Et étant donné que la prévalence de la COVID est en train d'évoluer, de changer dans la communauté, eh bien, en tant que communauté, c'est vrai que les choses s'arrangent et que c'est vrai qu'on peut aller au restaurant et qu'on n'aura pas besoin de montrer son passeport vaccinal. Mais pour le moment, à l'hôpital, en ce moment, on est encore surchargé et il y a beaucoup de capacités, de problèmes en termes de capacité et le problème d'effectifs du personnel, comme dans tous les hôpitaux. Et donc, notre monde, notre hôpital ne reflète pas nécessairement ce qu'on voit, les messages qu'on entend dans la communauté. Et je crois qu'il faut que nous soyons en mesure d'évaluer cela et de communiquer cela avec les familles des patients. Mais l'équipe des exceptions existe toujours à l'heure actuelle. Merci, Angela. J'ai une question. Je ne vois rien dans le clavardage pour le moment, mais j'ai une question. Si vous êtes d'accord, puisqu'il nous reste quelques minutes, j'aimerais avoir une idée de ce que vous avez réfléchi pour à l'après-COVID. Si vous y avez réfléchi, si vous avez eu le temps. Comme toutes les organisations, vous avez appris beaucoup de choses de cette expérience. Nous, chez ESC, nous parlons de la manière dont on peut soutenir les organismes pour que leur politique puisse s'adapter aux crises sur la base de ce qui s'est passé au cours des 2 dernières années. Alors, est-ce que vous pensez que vous pouvez réfléchir à l'après-COVID ou est-ce que c'est trop tôt? Non, ce n'est pas trop tôt. Nous avons vu des choses qui fonctionnaient bien, d'autres qui ne fonctionnaient pas. Nous avons vu des choses que nous voulons garder et d'autres choses sur lesquelles nous voudrons travailler pour soutenir les patients et leurs familles. Et donc, alors que nous allons ressortir de l'étape crise, je crois qu'il y a beaucoup de choses que l'on voudra garder. On a reconnu que les familles jouent un rôle vraiment utile dans les soins des patients. Et donc, cette expérience a vraiment confirmé cela pour le personnel de santé qui n'était pas content que la famille ne soit pas là, que les membres de la famille soient absents. Ils voulaient que les membres de la famille soient là. Nous avons retiré des leçons à cet égard et sur lesquelles nous allons travailler. Anne? Oui, c'est vrai que le programme de visite virtuelle que nous avons institué va continuer après la COVID. On appelle ça des visites virtuelles, mais bon, ce sont des membres de la famille qui peuvent rendre visite à des gens de manière virtuelle. Donc, et alors que même sans la COVID, ils ne pourraient pas parce qu'ils sont peut-être très loin. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on veut continuer de faire. Moi, j'ai vu qu'il y avait la possibilité pour les patients de se connecter avec un iPad. Il s'agit de quelque chose de très utile. Ça a fonctionné et donc ça doit continuer à être utilisé dans le bon contexte. Merci. Ça, c'est vraiment de la musique à mes oreilles puisque mes beaux-parents vivent à l'autre bout du pays et c'est vrai que ça serait bien qu'ils puissent se connecter si nécessaire. Alors, il y a d'autres questions et commentaires dans le clavardage. Je vais en fait passer à la conclusion parce qu'on arrive à la fin, mais je vais peut-être demander à Angela et à Anne de prendre une minute pour regarder le clavardage et répondre à la question de Diane. Et puis, Mary Jane McNally, merci pour votre commentaire sur William Osler, l'organisme William Osler qui va continuer avec le rôle de conseiller à l'expérience patient. Donc, c'est bien de voir que ça va continuer dans différentes régions du pays. Alors, nous avons des caucus qui s'en viennent le 16 mars pour ce qui est de s'engager
pour la présence des familles. Nous aurons Alberta Health Services et puis le 20 avril, il y aura un autre caucus et nous sommes en train de confirmer les orateurs pour ce caucus. Mais je voudrais aussi que vous, l'auditoire, nous disiez ce que vous voulez voir dans ces caucus, si vous voulez partager le travail que vous avez fait, en particulier puisque vous avez été avec nous depuis 18 mois. Nous aimerions savoir comment votre travail évolue et si il y a d'autres choses sur lesquelles notre communauté d'Essentiel Ensemble peut vous aider, dites-le nous. Et nous avons également prévu des caucus donc après avril pour le mois de mai et pour le mois de juin et nous vous ferons part des dates définitives très bientôt. Je voudrais remercier Anne et Angela qui se sont jointes à nous aujourd'hui. Et je remercie le personnel d'ESC, l'équipe d'interprétation qui travaille en coulisses. Et bien sûr, merci à vous, notre public, de vous être joints à nous aujourd'hui et de nous faire part de vos questions et de vos réflexions et de tout ce qui se passe dans vos organisations respectives. Nous vous enverrons par courriel une liste de ressources supplémentaires ainsi qu'un lien vers un enregistrement de la séance d'aujourd'hui qui sera également disponible sur la page des caucus essentiels ensemble de notre site Web. Et vous êtes également invité à communiquer avec l'équipe d'Essentiels Ensemble d'Excellence en santé Canada. Alors, nous aimerions savoir comment a été votre expérience. Voici un dernier sondage. Je vous demande de répondre et de cliquer sur soumettre. Nous utilisons ces sondages pour améliorer nos séances. Et si vous voulez en savoir plus sur Essentiel Ensemble, donc contactez-nous et nous avons inclus une liste de ressources ici dans la diapo. Merci. Cela conclut notre webinaire et nous nous retrouverons le 16 mars. Merci.